Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles mesurent une dizaine de millimètres, 15 tout au plus selon l'espèce. Mais ne vous fiez pas aux apparences, malgré leur petite taille, le rôle des abeilles dans la nature est colossal. En effet, elles participent activement à la reproduction de nombreuses plantes à fleurs, dont les arbres fruitiers. Or, les plantes à fleurs représentent 70% des végétaux de notre planète. Ces plantes, immobiles par nature, ne peuvent pas se reproduire toutes seules. Elles doivent compter sur des intermédiaires, le vent ou les insectes, les abeilles en particulier, pour transporter le pollen d'une fleur jusqu'au pistil d'une autre. On parle de pollinisation. Les abeilles volent de fleur en fleur. En fait, les abeilles vont de fleur en fleur pour se nourrir. Elles y prélèvent du nectar, un liquide sucré dont elles se remplissent le jabot, et du pollen riche en protéines. Le pollen se trouve au sommet des étamines, l'organe mâle de la fleur. L'abeille en fait de petites pelotes qu'elle stocke sur ses pattes, mais une partie s'accroche au poil de son abdomen. Quand elle visite une autre fleur, elle dépose involontairement des grains de pollen sur le pistil, l'organe femelle de la fleur, et participe ainsi, sans le savoir, activement à la fécondation des plantes. Chaque jour, une abeille peut butiner plusieurs centaines de fleurs et en féconder tout autant. Au fil du temps, l'évolution a donc sélectionné chez les plantes les caractères les plus attirants pour les abeilles. Forme, couleur, parfum. Mais n'allez pas croire que l'abeille se laisse séduire par la première fleur venue. Elle privilégiera toujours celles qui ont le nectar le plus sucré. Lorsqu'elle l'a trouvée, l'abeille est ensuite d'une fidélité remarquable. Elle revient constamment la butiner. Pour cela, elle mémorise le chemin et dans certains cas, communique à ses congénères l'itinéraire le plus efficace pour s'y rendre. Les abeilles se servent du soleil pour s'orienter, mais des études scientifiques ont montré qu'elles pouvaient aussi utiliser des éléments du paysage comme repères. Ces insectes sont de véritables GPS qui mémorisent des informations comme prendre à gauche au deuxième platane, puis à droite après la grange. Toutes ces capacités font de l'abeille une travailleuse acharnée et remarquablement intelligente. Comme les fourmis, les abeilles sont des insectes sociaux dotés d'une organisation complexe. Hélène Gatto, notre bourdonnante spécialiste des animaux, nous en dévoile tous les petits secrets. Et oui, Jamy, on parle souvent de l'organisation sociale fascinante des fourmis, mais celle des abeilles est tout aussi spectaculaire. Elles communiquent entre elles grâce à des signaux chimiques, les phéromones, véhiculant des messages différents et teintés de nuances. Par exemple, si un frelon approche, les gardiennes libèrent par leur glande à venin des phéromones d'alerte. Celles-ci leur permettent de recruter des ouvrières qui vont alors venir en renfort à l'entrée de la ruche pour éviter l'invasion du prédateur. Lorsqu'il s'agit de former une nouvelle colonie, ce sont des phéromones de cohésion qui aident à se regrouper pour un déménagement en ordre et dans le calme. La reine, quant à elle, dégage des phéromones royales, dont une qui lui permet de régner sur tous ses sujets. Elle est produite par des glandes situées au niveau des mandibules. Elle sert à la fois à attirer les mâles lors du vol nuptial, mais aussi à castrer chimiquement les ouvrières. Et oui, la reine veut rester la seule à pouvoir pondre. Et cette phéromone stimule également un comportement de cour autour d'elle. Les ouvrières vont prendre soin de la reine en la nourrissant et en la nettoyant. Même le couvain, c'est-à-dire l'ensemble des larves de la ruche, diffuse des messages via les phéromones comme « on a besoin de plus de gelée royale ». Mais outre cette communication chimique, les abeilles font aussi passer des messages complexes grâce à la danse. Et le dance floor, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, est monopolisé par les butineuses. Grâce à leur expression corporelle, les danseuses indiquent aux autres le chemin d'une source de nectar intéressante. Si elles dansent en décrivant des cercles, alors la source est assez proche, à moins de 50 mètres de la ruche. C'est facile à trouver. Mais si la chasse au trésor s'avère moins évidente,
Elles entament alors une danse dite frétillante et le cercle se transforme en 8 qui indiquent une direction aux autres butineuses. Et pour connaître la distance à parcourir, il leur suffit d'analyser le tempo de la danse. Plus l'abeille frétille vite, plus la ressource est éloignée. Et tout cela est décodé par les ouvrières dans l'obscurité de la ruche. Merci Hélène, tu as vraiment l'art de piquer notre curiosité. L'abeille est l'un des rares insectes domestiqués par l'homme, et ça ne date pas d'hier. On retrouve des représentations de ruches dans des tombes égyptiennes vieilles de 4500 ans. Sur les 20 000 espèces d'abeilles présentes sur Terre, moins d'une dizaine produit du miel. La plus répandue, c'est l'Apis mellifera, notre abeille européenne. C'est pour nourrir la colonie, notamment pendant l'hiver, que ces insectes produisent du miel. Et il y en a des bouches à nourrir. Au printemps, une ruche peut atteindre 60 000 individus. Toutes ces abeilles partagent la même mère, la reine. C'est la seule femelle capable de pondre. Ces œufs non fécondés donneront des mâles que l'on appelle les faux bourdons. Une centaine d'individus dont l'unique rôle sera d'assurer la reproduction. Les œufs fécondés, qui représentent donc l'écrasante majorité, produiront les femelles ouvrières. Celles-ci vivent entre 3 et 7 semaines et assurent la production du miel. C'est un véritable travail d'équipe où chaque tâche est répartie en fonction de l'âge. Les abeilles les plus expérimentées, celles qui ont dépassé les 2 ou 3 semaines, s'occupent du butinage. Elles collectent le nectar des fleurs. Pour cela, elles écartent les pétales et aspirent le liquide sucré grâce à leur langue, qui peut mesurer jusqu'à 7 mm. Le nectar ingurgité est stocké dans une poche située à l'extrémité de l'œsophage, le jabot, appelé aussi estomac à miel. L'abeille peut y stocker jusqu'à 70 mg de nectar. C'est peu, mais c'est l'équivalent de son propre poids. Pour produire 500 g de miel, la colonie doit effectuer 20 000 trajets, pratiquement 2 fois le tour de la Terre, soit 7 000 heures de travail. Une fois rentrées à la ruche, les butineuses régurgitent le nectar dans le jabot des nourrices. C'est ce que l'on appelle la trophallaxie. Au cours de ces échanges successifs, les sucres se transforment progressivement. Le nectar devient du miel. Lorsqu'il est assez sucré, il est stocké dans des alvéoles de cire spécialement préparées par les abeilles bâtisseuses. Les abeilles ventileuses prennent le relais. En battant des ailes, elles génèrent un courant d'air qui permet d'assécher le miel. Puis, un opercule de cire est placé sur chaque alvéole. Il ne reste plus qu'à le récolter. Le miel n'est pas la seule richesse produite par les abeilles. Une ruche, c'est une véritable caverne d'Ali Baba remplie de trésors aux 1000 vertus. Evan Adeliné nous en révèle tous les secrets. Cire d'abeille, propolis, gelée royale, les abeilles sont très productives, Jamy. Et pour cela, elles ont besoin de beaucoup d'énergie qu'elles puisent dans ces petites boules jaunes, le pollen. Elles le collectent et le transforment en petites pelotes mélangées à du miel et des ferments. On appelle ça le pain d'abeille, puisque cette préparation est destinée à nourrir leurs congénères. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un aliment hyper nutritif. Par exemple, le matin, 15 ou 20 grammes de pollen apportent autant d'antioxydants que 900 grammes de brocoli. À choisir pour le petit-déj, je préfère le pollen. Et ça alors, vous reconnaissez? Ma grand-mère m'en offre systématiquement à Noël, pour me permettre d'affronter l'hiver, soi-disant. D'un côté, elle a raison, la gelée royale est un super aliment. Elle est hyper riche en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux, en acides gras, en acides aminés, en protéines. On la doit aux abeilles dites nourrices qui sécrètent cette gelée pour nourrir les larves qui deviendront leurs futures reines. Vite, un peu de propolis. Il paraît que c'est un super remède contre la toux. Selon ma grand-mère, encore une fois. Mais chez les abeilles, ça marche. La propolis a des propriétés antibactériennes reconnues. Elle est composée de résine d'arbre, de cire d'abeille, d'huile essentielle et de pollen. Les abeilles l'utilisent pour désinfecter et réparer leur habitat, enlever les moisissures et momifier les intrus, comme une souris morte par exemple, afin d'éviter qu'elle ne se décompose dans la ruche. Mais la matière première de ces pastilles est très précieuse.
En fonction du nombre d'abeilles, elles ne produisent que 100 à 300 grammes de propolis par an. Vous vous demandez pourquoi le parquet de vos voisins brille autant? C'est sûrement à cause de la cire d'abeille. Dans la ruche, elle sert plutôt à la construction. C'est elle qui permet de fabriquer les alvéoles. Mais nous, on l'utilise plutôt pour cirer des meubles ou du parquet, et parfois même dans les cosmétiques. Il paraît que ça réduit les rides. Tous ces produits ont l'air géniaux, mais pour les récolter, c'est une autre paire de manches. C'est pourquoi les apiculteurs utilisent des cadres et des grilles pour récolter notamment la propolis et la gelée royale. Tu ne me laisses pas le choix, Jamy. Pour passer incognito dans la ruche, j'ai décidé de me déguiser en abeille. Allez! Merci Evan. Un petit conseil, ne traîne pas trop dans cette tenue dans la rue. Tu risques de te faire piquer, et pas forcément par les abeilles. En 2021, d'après les apiculteurs, moins de 10 000 tonnes de miel ont été récoltées en France. C'est la plus faible production jamais enregistrée. Cette chute ne date pas d'hier. En 40 ans, le nombre de ruches dans toute l'Europe occidentale a diminué d'un tiers. Le phénomène est si important que l'on parle du syndrome d'effondrement des colonies. Voilà de quoi s'inquiéter, car les abeilles jouent un rôle central dans notre écosystème. On l'a dit, elles participent à la reproduction des plantes à fleurs, c'est-à-dire 75% des espèces que nous cultivons. Si demain, il n'y a plus d'abeilles, adieu cerises, pêches, fraises ou amandes. L'ONU estime que plus d'un tiers de ce que nous mangeons est lié à l'action de ces insectes. Et ce service a une valeur. Une étude réalisée il y a une quinzaine d'années par les scientifiques de l'INRA l'a estimé à 153 milliards d'euros par an à l'échelle de la planète. Depuis les années 90, les scientifiques cherchent à identifier les causes de ce désastre. Et les soupçons se sont vite portés vers une nouvelle classe de pesticides, les néonicotinoïdes. Ces insecticides sont utilisés en agriculture pour lutter contre les ravageurs des plantes. Le problème, c'est que les abeilles sont impactées par ces traitements. Les scientifiques ont constaté que ces produits pouvaient affecter le cerveau des abeilles, même à faible dose. Elles ne parviennent plus à retrouver le chemin de la ruche. Depuis 2018, ces produits sont interdits en France, sauf pour la filière de la betterave sucrière. Elle est encore autorisée temporairement à utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes. Cette dérogation vise à lutter contre la jaunisse de la plante, une maladie qui a causé la destruction d'un tiers des récoltes en 2020, soit une perte de 280 millions d'euros. Mais cela ne suffit pas à enrayer le déclin des abeilles. Au fil des recherches, les scientifiques ont compris que les causes étaient multiples. Sur le banc des accusés, on trouve notamment le frelon asiatique, des parasites, des virus, des bactéries et des champignons microscopiques. Le plus redouté est certainement le Varroa destructor. Ce parasite se nourrit de l'hémolymphe de l'abeille, c'est-à-dire son sang. Mais il est aussi vecteur de virus qui infectent l'insecte. L'agriculture intensive prive aussi les abeilles de nourriture plusieurs mois par an. Avec les monocultures, par exemple, entre la floraison du colza au printemps et celle du tournesol en juillet, les insectes n'ont plus rien à butiner. C'est pour cette raison qu'un nombre de plus en plus important d'exploitants sèment et entretiennent des bandes de plantes mellifères autour des surfaces cultivées, ce qui a pour effet de maintenir les populations d'abeilles. Un autre personnage célèbre vénérait les abeilles, Napoléon Ier. Son manteau impérial était brodé d'abeilles dorées. Mais pourquoi l'empereur a-t-il fait de ce petit insecte un symbole impérial? Notre détective de l'histoire, David Chemla, a enquêté, et vous allez le voir, tout part d'un grave malentendu. Le 12 juin 1804, Napoléon Ier préside une séance au Conseil d'État. À l'ordre du jour, la question du choix des emblèmes impériaux. Et l'empereur doit être habile, car il faut rompre définitivement avec la monarchie d'Ancien Régime renversée lors de la Révolution, mais en même temps, pour asseoir sa légitimité sur le trône, il doit aussi s'inscrire dans la lignée des grands souverains français. Un sacré numéro d'équilibriste. Certains conseillers lui suggèrent alors le chêne, symbole de sagesse et de réconciliation. Puis il y a les partisans des animaux. Pour certains, c'est l'éléphant, pour d'autres, c'est l'aigle ou le lion. Mais c'est le coq qui est adopté par le Conseil d'État. Sauf que Napoléon n'est pas très fan. Il met son veto et choisit le lion. Le roi des animaux ne ferait qu'une bouchée du léopard qui orne les armoiries de l'ennemi juré de la France, l'Angleterre.
Napoléon aurait aussi pu choisir la girouette comme emblème, car il change une nouvelle fois d'avis et il impose finalement l'aigle, le fameux aigle impérial. Mais Napoléon n'est pas toujours totalement convaincu, car si l'oiseau marque bien une rupture avec l'Ancien Régime, en renvoyant au lointain empire romain et à ses grandes victoires militaires, il manque la référence au premier roi de France. On lui avait bien suggéré la fleur de lys, emblème de la royauté française depuis le XIIe siècle, mais elle renvoie trop à la dynastie des Bourbons, dont le dernier représentant s'est quand même fait couper la tête. C'est alors que son archi-chancelier, Cambacérès, lui suggère d'adopter les abeilles. Mais pourquoi les abeilles? Eh bien, c'est un très vieux clin d'œil aux origines de la France, puisqu'elles étaient l'emblème du père de Clovis et fondateur de la dynastie mérovingienne, Childéric Ier. En 1653, des abeilles en or avaient été découvertes dans son tombeau. Et les abeilles ont d'autres atouts. Symbole d'immortalité et de résurrection depuis l'Antiquité, leur ruche est même considérée comme un modèle d'organisation de la société idéal pour l'homme. Telles des ouvrières, toutes les abeilles travaillent ensemble pour produire du miel sous l'autorité d'un chef, leur reine. Eh bien, Napoléon Ier sera en quelque sorte la reine des abeilles françaises. Cette fois, l'empereur est convaincu. Les abeilles d'or sont brodées sur son célèbre manteau impérial pourpre. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que bien plus tard, on s'est rendu compte que dans la tombe du roi mérovingien Childéric Ier, c'était pas des abeilles en fait, c'était des cigales. Heureusement que Napoléon ne l'a jamais su, Jamy, sinon quelque chose me dit qu'il aurait eu sacrément le bourdon. Oui, David, je pense même qu'il aurait été piqué au vif. Allez, passons aux 3 informations essentielles à retenir sur les abeilles. 1. Les abeilles remplissent un rôle indispensable dans la nature. Elles participent à la reproduction des plantes à fleurs grâce à la pollinisation. Or, ces plantes à fleurs représentent 70% des végétaux. 2. La production de miel par les abeilles est un véritable travail de fourmi. 500 grammes de miel représentent plus de 7000 heures de travail. Les abeilles effectuent pour cela environ 20 000 trajets, soit presque 2 fois le tour de la Terre. 3. Depuis près de 40 ans, la population des abeilles est en nette diminution. L'usage de pesticides, l'agriculture intensive, les ravageurs, le cumul de ces facteurs réduit sensiblement la population des abeilles.